Bon, on a enfin des nouvelles du prochain Godzilla. Et il sort cette année. Voilà. Maintenant, il va falloir survivre à l'attente. Et je pense que ça va être long. Ouais. Nous sommes le 12 janvier 2026 et aujourd'hui dans l'actu de Japanorama, on va vous amener à travers un voyage complet au cœur de l'actualité japonaise. Au programme, on a un mélange explosif de politique, d'économie et de culture pop pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe au Japon dans toutes ses dimensions. Dans la première partie, on va du côté de la politique avec le possible appel à des élections anticipées par la première ministre Sanae Takaichi et ce que cela signifie pour l'économie japonaise et les relations tendues avec la Chine. On enchaînera ensuite avec une réflexion brûlante sur la sécurité nationale et la dissuasion nucléaire, en se demandant le Japon devrait-il posséder ses propres armes nucléaires. Puis, en seconde partie, en bref, on prendra un peu de recul et on plongera dans les changements environnementaux et sociaux qui touchent le quotidien japonais. Des mers qui se réchauffent et bouleversent les pêches traditionnelles, aux bambous vandalisés dans des sites mythiques en passant par les stations de ski et leur rapport au changement climatique. On parlera aussi des traditions comme le Coming of Age Day. Et en dernière partie, on jettera un œil sur le cinéma avec le retour de Godzilla. Enfin, un animé couronné en Amérique. On évoquera le spleen de l'auteur de l'Attaque des Titans et la news qui fâche, un best-seller en IA. Et pour finir, une grande avancée pour la rémunération de la musique japonaise. Et voilà, c'est l'actu de Japanorama. Avant de commencer, merci à tous ceux qui écoutent l'émission en podcast ou qui en profitent sur YouTube. Et on vous remercie de suivre notre aventure. Et pour qu'on puisse continuer, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur les podcasts Apple, Spotify ou Deezer, ou encore en activant la cloche ou en s'abonnant à YouTube. Vous le savez, c'est le meilleur moyen de nous soutenir et de continuer à faire vivre ce format. Merci à vous et à votre soutien. Et on le rappelle, l'actu de Japanorama, c'est 3 fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis, pour se délecter et ne rien rater du Japon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'actu de Japanorama. Alors installez-vous confortablement et c'est parti. Allez, la suite tout de suite. Alors commençons par la politique interne. La première ministre japonaise, Sanae Takaichi, pourrait convoquer des élections générales anticipées. Selon le chef de son partenaire de coalition, les médias évoquent un possible scrutin en février et ça serait un événement majeur. Ce serait donc la première fois que Takaichi se présenterait devant les électeurs. Depuis son arrivée au pouvoir en octobre, elle bénéficie de bons sondages, ce qui pourrait la conforter dans l'idée de profiter de cette popularité. Sa politique étrangère, particulièrement ferme vis-à-vis de la Chine, plaît à l'électorat de droite. Mais elle a déclenché un incident diplomatique majeur avec le puissant voisin asiatique. Le chef du Japan Innovation Party, Hirofumi Yoshimura, a déclaré à NHK qu'après sa rencontre avec Takaichi, il avait senti que sa vision du calendrier électoral avait évolué vers un nouveau stade. Selon certaines rumeurs, elle pourrait envisager de tenir les élections les 8 ou 15 février. Mais attention, rien n'a été confirmé officiellement. Les conséquences économiques. Takaichi a un plan de relance ambitieux pour l'économie japonaise, avec un budget de 783 milliards de dollars pour soutenir la consommation face à l'inflation. On parle bien de yens. Mais si elle dissout le Parlement maintenant, il pourrait devenir impossible de voter ce budget avant la fin de l'année fiscale. Ce qui pourrait ralentir l'exécution de ces mesures de stimulation économique. Imaginez, elle veut booster l'économie, mais un calendrier électoral trop serré pourrait freiner ses propres ambitions. Le conflit avec la Chine, la tension avec Pékin est un autre point clé. Takaichi a déclaré qu'une attaque chinoise contre Taïwan pourrait être considérée comme une menace existentielle pour le Japon. Comme on l'a déjà évoqué, la Chine a réagi. Interdiction de voyage pour ses citoyens au Japon, restrictions sur l'export de certains produits stratégiques, une situation qui pourrait impacter l'économie japonaise, déjà sensible aux exportations et aux matières premières rares. Bref, si les élections anticipées ont lieu, elles pourraient être à la fois une opportunité et un risque énorme pour Takaichi. Opportunité, oui, parce qu'elle pourrait capitaliser sur sa popularité, et un risque, possiblement, parce que les budgets et la diplomatie deviennent des équilibres extrêmement fragiles. On passe maintenant à un sujet plus
géopolitique et un peu plus polémique. Le Japon devrait-il posséder des armes nucléaires? Bonne ou mauvaise idée? Alors pour comprendre, il faut revenir un peu en arrière. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Japon suit les 3 principes du non-nucléaire. Ne pas développer, ne pas posséder et ne pas introduire d'armes nucléaires. C'est à la fois un tabou moral et politique, profondément ancré dans la mémoire des bombardements d'Hiroshima et Nagasaki. Mais certains experts commencent à se poser la question. Dans Foreign Affairs, Maurice Greffart, chercheur à l'université de l'Oklahoma, évoque la possibilité d'une prolifération nucléaire sélective parmi des alliés de confiance comme le Japon, l'Allemagne ou le Canada. L'idée? Renforcer la dissuasion régionale et réduire la dépendance du Japon aux États-Unis. Pourquoi maintenant? Eh bien, la situation en Asie de l'Est est de plus en plus tendue. La Chine modernise son armée, Taïwan reste un point sensible, et certains responsables japonais commencent à douter de la fiabilité de l'ombre protectrice américaine. Greffart explique que posséder des armes nucléaires au Japon créerait une dissuasion plus directe. Car concrètement, aux États-Unis, le Japon se trouve au cœur de la région asiatique. Mais attention, posséder l'arme nucléaire ne signifie pas que le Japon serait obligé de s'engager dans toutes les crises régionales. L'idée serait surtout préventive, pour protéger ses intérêts vitaux et réduire le rôle militaire américain dans la région. Selon Greffart, cela pourrait même libérer des forces américaines d'une présence trop active, en réduisant les risques de conflits involontaires. Il y a bien sûr des obstacles, légaux, diplomatiques et moraux. Le Japon devrait sortir du traité de non-prolifération et affronter la critique internationale. Et les réactions de la Chine ou de la Russie seraient forcément très négatives. Mais selon l'expert, ces pays n'auraient pas forcément les moyens ou l'incitation à agir de manière directe. En résumé, cette question de l'arme nucléaire met en lumière le dilemme géopolitique actuel du Japon. Comment protéger son territoire et sa souveraineté face à la montée en puissance de la Chine, tout en respectant une histoire profondément marquée par les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Après la politique et la géopolitique, on change complètement de décor et on plonge dans la nature. Allez, on passe à l'actualité en bref. Le climat change et ça se voit dans les assiettes des Japonais. Des poissons qui migraient traditionnellement dans le sud du pays se déplacent vers le nord. Les cérioles se rapprochent d'Hokkaido. Le saumon file vers Sakhalin et la dorade rouge fait son apparition jusqu'à la péninsule d'Izu. Selon les chercheurs, les océans autour du Japon se réchauffent plus du double de la moyenne mondiale, plus 1,33 degrés en 100 ans. Cette augmentation n'est pas uniforme. Par exemple, le courant chaud, Kuroshio, qui remonte du tropique, a été en méandre pendant presque 8 ans jusqu'au printemps dernier, poussant des eaux tropicales jusque dans le nord de Honshu au Tohoku. Les pêcheurs locaux observent déjà les conséquences économiques et culturelles. À Tohoku, certaines espèces comme le saumon, le kelp ou le maquereau disparaissent, remplacées par des espèces moins traditionnelles comme le poisson sabre ou le poisson globe. Takao Ohama, responsable de l'approvisionnement pour la chaîne Kurasushi, explique que certaines espèces sont désormais disponibles uniquement plus au nord, à Hokkaido par exemple. Dans la péninsule d'Izu, ce sont des poissons tropicaux colorés qui font leur apparition. Pour les plongeurs, c'est un spectacle fascinant, mais pour les pêcheurs, c'est un signe alarmant. Les poissons locaux sont en danger et la compétition pour la nourriture surdurcit. Et c'est pas tout. Les algues rouges dites tengusa, utilisées pour préparer des tokoroten, une gelée traditionnelle, voient leur récolte chuter drastiquement. Les petites entreprises familiales sont touchées et le succès de la relève se fragilise. Le résultat, les jeunes préfèrent partir vers Tokyo ou Yokohama pour trouver un emploi stable, ce qui accélère la dépopulation dans certaines régions. Des initiatives locales tentent de s'adapter. Kurasushi ajuste son approvisionnement, introduit de nouvelles espèces à prix réduit pour habituer les clients, et des expériences touristiques sont organisées pour valoriser la pêche traditionnelle et la plongée dans des zones autrefois saisonnières. Mais le changement climatique reste un challenge immense et imprévisible. À Kyoto, Fushimi Inari Taisha
est un lieu emblématique. Ces torii rouges, vous savez, ces enfilades de portails rouges, ces chemins sinueux et ces forêts de bambous en font un site unique. Mais derrière cette beauté, un problème sérieux se développe. Le vandalisme des bambous par les visiteurs. Selon certains témoignages, beaucoup de gravures semblent être faites par des touristes étrangers, avec nom, initiales ou cœurs gravés dans le bois. Certaines zones comme les sous-sanctuaires Fushimi-Kandara ont vu plus de 100 bambous endommagés. Ces actes compromettent la santé des végétaux et peuvent provoquer leur dépérissement ou même leur chute. Ce phénomène n'est pas isolé. À Arashiyama, une autre célèbre forêt de bambous, environ 350 ont été gravés l'année dernière. Les solutions locales sont drastiques, mettre du ruban vert pour masquer les gravures ou couper des zones de bambou, mais cela diminue la densité et la beauté du site. Même certains Japonais participent aussi à ces actes. La majorité du vandalisme semble venir de visiteurs internationaux, ce qui met en lumière le côté sombre du tourisme de masse. Une enquête gouvernementale récente montre que 50% des Japonais souhaitent maintenir les forces d'autodéfense au niveau actuel. 45% estiment qu'il faudrait les renforcer, un chiffre record depuis 1991. Seuls 2% souhaitent les réduire. L'enquête reflète les inquiétudes croissantes face à la Chine, à la Corée du Nord et à la Russie, mais aussi la visibilité des forces lors des catastrophes naturelles, qui montre l'importance des forces d'autodéfense aux yeux du public. Les personnes interrogées mettent en avant plusieurs rôles essentiels. Alors, tout d'abord, l'intervention lors de catastrophes, 88%, la protection des civils, 79%, la sécurité des mers et l'espace aérien, 78%. Mais ce qui frappe, c'est le sentiment de risque de guerre qui reste élevé. 80% pensent que le Japon pourrait être impliqué, même si ce chiffre baisse légèrement par rapport à 2022. Le Coming of Age Day, ou Journée de la majorité, se tient le deuxième lundi de janvier. C'est un moment pour célébrer les jeunes qui entrent officiellement dans l'âge adulte. Les cérémonies sont colorées et formelles. Costumes pour les garçons, kimono traditionnel pour les filles. Parfois même organisées dans des lieux emblématiques comme le Tokyo Disney Resort. Depuis 2022, la majorité légale est passée de 20 à 18 ans, ce qui permet de se marier et signer des contrats, mais l'alcool et le tabac restent limités à 20 ans. Dans certaines régions enneigées, la fête est déplacée pour des raisons pratiques, comme en mai ou en août, afin d'éviter des déplacements difficiles en hiver. Ce rituel est plus qu'une formalité, c'est un moment symbolique où la communauté accueille officiellement la nouvelle génération d'adultes, en continuant une tradition ancestrale qui remonte à l'ère Edo. Enfin, un phénomène plus économique et climatique. Le nombre de stations de ski au Japon a chuté de 40% depuis 1999, atteignant un record bas de 417 stations en 2025. La faute à qui? La faute à quoi? Moins de neige à cause du réchauffement climatique, des installations vieillissantes et une baisse du tourisme intérieur, même si le nombre de touristes étrangers explose. Certains resorts innovent, ski avec chien, monter en télésiège pour profiter du paysage. Mais cela ne compense pas les coûts élevés pour produire de la neige artificielle et payer l'électricité et l'entretien. La région la plus touchée reste Hokkaido avec 92 stations, suivie de Nagano, 80 stations, et Niigata, 46 stations. Le constat est clair, le climat change et certaines traditions hivernales du Japon disparaissent, alors même que le pays reste une destination touristique de choix. Voilà pour cette deuxième partie. Après la politique et la nature, on entre dans le monde du cinéma, de l'anime, du manga et de la musique au Japon, entre blockbusters et débats sur l'IA et droits des artistes. Allez, on y va? C'est à travers un visuel énigmatique que le roi des kaiju, Godzilla ou plutôt Gojira, fera un retour fracassant en Amérique du Nord le 6 novembre 2026. Ce n'est pas seulement une sortie commerciale, c'est une vraie célébration de la culture populaire japonaise, portée par la créativité et le savoir-faire cinématographique local. Le compte officiel de Godzilla, géré par le réalisateur Takashi Yamazaki, communique déjà sur l'excitation autour du projet Godzilla Minus Zero. Pour les fans, c'est l'occasion de voir comment Godzilla continue d'évoluer, tout en restant fidèle à ses racines japonaises. Cette sortie souligne également le rayonnement mondial du cinéma japonais, capable de rivaliser avec les blockbusters hollywoodiens, mais avec une identité bien propre. Le premier avait tout d'un film d'auteur avec la puissance d'un rouleau compresseur. Un grand bravo pour le film Demon Slayer Infinity Castle,
qui a gagné le prix du meilleur film d'animation lors des Astra Film Awards en 2025. Et les créateurs se sont exprimés sur l'avenir de l'IA dans l'animation. Malgré l'intérêt croissant pour l'IA dans cette industrie, Ufotable et Aniplex ont confirmé leur engagement envers le travail manuel. Les animateurs, scénaristes et acteurs restent au cœur du processus créatif, même si l'IA pourrait éventuellement être utilisée comme outil de soutien. La déclaration des créateurs reflète un dilemme majeur de l'industrie. L'IA peut alléger la charge de travail des animateurs, mais elle soulève des questions éthiques et artistiques. Dans un contexte où la production d'animés est extrêmement exigeante et stressante, les studios doivent trouver un équilibre entre innovation technologique et préservation du savoir-faire humain. Hajime Isayama, le créateur de l'Attaque des Titans, ou plutôt Shingeki no Kyojin, a confié qu'il ne pourrait probablement plus créer quelque chose comme sa précédente œuvre. Après avoir exploré toutes les idées qu'il passionnait, il se sent vidé. Cette déclaration est lourde de sens pour les fans et pour l'industrie. L'épuisement créatif est réel même pour les auteurs les plus talentueux. Elle illustre une fois de plus la pression sur les mangaka, souvent liée à des cadences intenses, des attentes élevées et la nécessité de réinventer constamment leur univers pour rester pertinent et efficace. Ah ben voilà un qui a sûrement moins de pression. Au début de 2026, un manga entièrement généré par IA intitulé My Dear Wife Will Be My Lover est devenu numéro 1 sur Comic CMOA, la plus grande librairie d'e-books au Japon. Le manga raconte l'histoire d'un couple adulte dans la trentaine, confronté à un mariage sexuellement froid, abordé avec humour et sensibilité. Ce qui attire l'attention, c'est la transparence totale. Le manga indique clairement qu'il a été produit avec des images générées par IA. Cette réussite souligne plusieurs points. Pour certains lecteurs, l'IA n'est qu'un outil, tant que l'histoire est bonne et les personnages attachants. Pour d'autres, l'usage de l'IA soulève de questions d'authenticité et d'éthique, surtout quand elle s'appuie sur le travail d'artistes sans leur consentement. Le succès repose aussi sur l'expérience humaine. L'auteur, Mamaya, agit comme un producteur, organisant le scénario, le rythme, la structure. Tandis que l'IA réalise l'exécution visuelle. Ce cas illustre la mutation profonde de l'industrie. L'IA n'est plus expérimentale, elle influence déjà la production dans une industrie au code bien solide. À voir où ça va nous mener. Le Japon prévoit de réformer les règles de copyright pour que les artistes et labels touchent des royalties lorsque leur musique est diffusée dans les cafés, salles de gym ou autres lieux publics. Jusqu'ici, seuls les compositeurs et auteurs recevaient des paiements, tandis que les musiciens et les labels étaient exclus. Cette réforme vise à aligner le Japon sur les standards internationaux, où 142 pays protègent déjà les artistes de cette manière. Le gouvernement prévoit une période de 3 ans pour sensibiliser le public et adapter les petites entreprises. Le débat se concentrera sur les montants à payer et le système de collecte des royalties. Cette mesure pourrait transformer le paysage musical japonais, offrant aux artistes un revenu supplémentaire et reconnaissant leur travail à même titre que les compositeurs. Et voilà qui conclut notre actualité pour ce lundi 12 janvier de 2026. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de ce podcast. N'oubliez pas, on se retrouve tous les lundis, mercredis et vendredis. Et pour ne rien manquer de nos prochains épisodes, retrouvez-nous sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify et Deezer, ainsi que sur nos réseaux sociaux X, Blue Sky et Instagram. Et surtout, si le podcast vous a plu, abonnez-vous, laissez un commentaire et parlez-en autour de vous, car c'est le meilleur moyen de nous soutenir et de continuer à faire vivre notre aventure. Arigato gozaimasu et encore merci d'avoir été avec nous et à très bientôt.